Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 12 novembre 2021 et au sommaire cette semaine, 6 articles. Pourquoi la confiance s'érode entre les marques et leurs clients, à lire sur e-marketing.fr. Chine, Alibaba fait profil bas malgré des records de vente lors des soldes sur BFM TV. Maison du Monde prend des engagements sur son offre de produits responsables sur Les Échos. La stratégie de Carrefour pour accélérer dans l'e-commerce sur French Web. Amazon étend ses livraisons zéro émission en dehors de Paris sur Le Siècle Digital. Et enfin, sur les sites Fnac et Darty, un vendeur en visio peut vous conseiller sur vos achats depuis un magasin sur Business Insider. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. Cette revue de presse, je vous la lis sans interprétation, une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Et cette semaine, je vous invite à écouter l'interview de Aïda Fèvre de ClearPay pour en apprendre encore plus sur les moyens de paiement en ligne et le paiement fractionné. ClearPay, c'est le nom français d'Afterpay, leader mondial du paiement fractionné qui est en cours de rachat par Square pour 29 milliards de dollars. Bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Pourquoi la confiance s'érode entre les marques et leurs clients ? Révélé le 4 novembre, montre que les consommateurs sont prêts à se détourner des marques qui ne respectent pas leurs données personnelles ou leurs valeurs. Quelle est la place de la confiance dans la relation entre les marques et les consommateurs ? Pour répondre à cette question, Adobe a mené l'étude Future of Marketing qui révèle que 60% qui traitent unique et la plus respectueuse de leur vie privée et transparente possible. Ces facteurs participent à établir une relation de confiance entre les marques et les consommateurs. Or, l'étude Future of Marketing dévoile une vraie différence entre le niveau d'expérience que les entreprises proposent à leurs clients et l'expérience telle qu'elle est vécue par les consommateurs. En France, 96% des directeurs marketing pensent ainsi que le niveau de l'expérience de marque qu'ils offrent est bon ou excellent, quand les consommateurs ne sont qu'un tiers, 34%, à partager cette perception. Les raisons de l'érosion de la confiance. La mauvaise utilisation des données clients est la première cause de l'érosion de la relation de confiance nouée entre une marque et ses clients. Selon l'étude d'Adobe, les clients français se sont détournés d'une marque au cours des 12 derniers mois pour 3 raisons principales. La déception, l'absence d'écoute et l'agacement. En détail, 40% des Français se disent déçus de produits ou de services qui ne correspondent pas à leurs besoins, sont de mauvaise qualité, trop coûteux et complexes. La même proportion, 40% toujours, considère également que les entreprises ne les écoutent pas et qu'elles continuent à envoyer des publicités ou des communications malgré leur demande de désinscription. 38% se disent agacés par l'envoi de trop de communications, du manque de transparence de leur politique de confidentialité et de la destination de leurs données. La confiance ne se décrète pas si elle se perd très vite, rappelle Christophe Maé. La moitié des Français interrogés, 51%, ont déjà boycotté une marque en 2020 après avoir été déçus de la mauvaise utilisation de leurs informations personnelles ou du non-recueil de leur consentement. Il ne s'agit pas de promesses en l'air, commente Christophe Maé. Et cette défiance est encore plus vraie pour les générations Z. 77% des clients de la génération Z et 64% de la génération Y se sont ainsi détournés d'une marque au cours des 12 derniers mois. Alors, comment restaurer la confiance ? Pour le directeur marketing Europe de l'Ouest d'Adobe, le chemin de la confiance passe par des relations plus directes et personnelles entre les marques et les clients. Ce qui se passe notamment par un meilleur usage des données clients. Car c'est ce qu'attendent les clients. 40% voudraient que les marques leur demandent l'autorisation d'utiliser leurs données. 38% aimeraient aussi que une utilisation plus ouverte et transparente de leurs données et 35% une prise du contrôle sur leurs données. Il est nécessaire d'avoir un usage intelligent de la donnée en agissant avec transparence et en montrant le bénéfice client. Avec l'arrêt des cookies tiers sur les navigateurs, il devient urgent de mettre en place des stratégies first party. Ces dernières vont être bénéfiques pour les marques car il s'agit de reprendre le contact direct avec le client.
Pour autant, alors que 83% des entreprises européennes ont déjà adopté une stratégie en matière de données first party, c'est le cas pour seulement 39% des entreprises françaises. Le plus inquiétant est que plus d'une marque sur 5 n'a pas commencé à réfléchir à une stratégie de données propriétaires, ajoute Christophe Maé. Un peu moins des 2/3, 59% des responsables marketing français déclarent que leur équipe de direction donne la priorité à la gouvernance des données, alors que 95% des Français interrogés sont préoccupés par le respect de leurs préférences et des réglementations. Chine. Alibaba fait profil bas malgré des records de vente lors des soldes, à lire sur bfmtv.com en date du 12 novembre. Alors que les géants de la tech sont surveillés de près par le Parti communiste, Alibaba a minimisé l'importance de son nouveau record, 74 milliards d'euros de vente en seulement 24 heures. Le géant chinois du commerce en ligne, Alibaba, a annoncé vendredi un nouveau record pour son opération annuelle de solde de la fête des célibataires, avec 74 milliards d'euros dépensés en 24 heures, en progression de 8,5% par rapport à l'an passé. La fête des célibataires donne lieu chaque année en Chine à une ruée des consommateurs sur leur smartphone pour commander des millions de produits à prix réduit, habillement, alimentation, informatique. Mais Alibaba, dans le collimateur des régulateurs depuis plusieurs mois, a, contrairement à ses habitudes, minimisé l'importance de son nouveau record. Le montant des ventes n'est plus le seul indicateur de réussite, a indiqué Alibaba dans un communiqué. La fête des célibataires est présentée comme la plus grosse opération de solde au monde devant le Black Friday américain. Alibaba dans le collimateur des autorités. Le groupe, basé à Hangzhou, à l'est de la Chine, organise d'ordinaire une grande opération médiatique où un écran géant égrène en temps réel le montant des transactions effectuées sur ces plateformes. Mais Alibaba fait profil bas depuis l'an passé et les critiques de son fondateur, Jack Ma, à l'égard des régulateurs qui l'accusaient d'entraver le développement de son entreprise. Les autorités avaient imposé l'arrêt d'une gigantesque introduction en bourse, 34 milliards d'euros, Dante Group, le bras financier de l'entreprise, sur fond d'inquiétude quant au risque systémique qu'une telle opération ferait peser sur le système financier. Alibaba s'était ensuite vu infliger une amende de 2,3 milliards d'euros pour abus de position dominante. La plateforme était accusée d'interdire aux commerçants de vendre leurs produits sur des plateformes concurrentes ou d'utiliser des algorithmes pour bombarder les consommateurs de recommandations d'achat. Au début de la fête des célibataires, nous étions focalisés sur la croissance de la même manière que des parents se focalisent sur la taille et la force de leur enfant, a métaphorisé Chris Tung, le directeur général du marketing du groupe. Mais quand leur enfant devient adolescent, les parents s'attachent à développer son sens des responsabilités, le rôle qu'il ou elle joue dans la société. Et c'est ce que nous faisons actuellement, a-t-il souligné, semblant reprendre à son compte le message gouvernemental. Le principal concurrent d'Alibaba, JD.com, a lui annoncé des ventes à hauteur de 271 milliards de yuan, soit 37 milliards d'euros, une forte hausse d'environ 28% sur un an. Les deux plateformes rivales disent avoir enregistré des ventes particulièrement importantes pour certains articles, comme l'électroménager ou les appareils électroniques, les produits pour animaux de compagnie ou encore la cosmétique. Maison du Monde prend des engagements sur son offre en produits responsables, à lire sur Les Échos en date du 8 novembre. Alors que les consommateurs ont de plus en plus d'attentes en matière de responsabilité sociale et environnementale, le fameux RSE, la marque de mobilier design Maison du Monde en fait l'un des piliers de son plan de développement sur 4 ans, présenté lundi aux investisseurs. L'objectif est de doubler son offre de produits responsables pour atteindre 40% d'ici 2025 et d'améliorer la qualité des produits. Une direction en charge du développement durable est créée avec un siège au comité exécutif. L'enseigne va lancer au printemps un label sur lequel elle travaille depuis 2 ans. Elle a créé cette année à Marseille une unité de réparation de meubles avec 40 salariés, peintres ou menuisiers. En 2023, une offre de seconde main verra le jour. Afin de réduire de 25% son empreinte carbone, le distributeur devra relocaliser une partie de sa production, actuellement 10% seulement provenant d'Europe, dont plus de la moitié de ces canapés fabriqués en France.
Le mouvement stratégique est engagé, a assuré sa directrice générale, Julie Walbaum. La place de marché démarre bien. Il s'agit d'affirmer sa différence sur un marché très concurrentiel de 129 milliards en Europe, dominé par Ikea, qui en France détient 14% de parts de marché. Maisons du Monde en revendique 4%, ce qui la place dans le top 10 de l'Hexagone. L'enseigne vise un chiffre d'affaires entre 1,8 et 1,9 milliards d'euros d'ici 4 ans, contre 1,3 milliard en 2021. Le taux d'EBIT passerait à 11% des ventes au lieu de 9% actuellement. La trésorerie atteindrait 350 millions d'euros cumulés sur la période. Afin d'assurer cette croissance, le groupe entend agir sur 2 leviers, le digital et l'international. Ses ventes en ligne devraient représenter 60% de son activité en 2025, avec un tiers provenant des ventes réalisées via ses magasins. Sa place de marché, lancée il y a tout juste un an, devrait atteindre 200 à 250 millions d'euros de volume d'affaires dans 4 ans. Elle compte déjà près de 600 marques issues de 20 pays, de jeunes labels créateurs aux marques établies. Plus de 300 000 commandes ont été enregistrées en un an. Nous allons déployer son accès dans 40 magasins en France, explique la dirigeante. Pour autant, ces 350 points de vente restent le meilleur canal de recrutement. De fait, 61% des nouveaux clients en 2021 ont été acquis via le réseau physique de l'enseigne. Avec la montée en puissance du digital, le rythme d'ouverture va toutefois ralentir, avec 5 à 15 magasins par an en net, principalement hors de France. L'Europe, avec l'Italie, l'Espagne et plus récemment l'Allemagne et la Suisse, sera l'autre moteur de la croissance. Focus sur l'Europe. A contrario, Maisons du Monde a annoncé son désengagement du marché américain, un foyer de perte. Entre 2016 et 2021, les ventes à l'international ont bondi de 85% malgré la crise du Covid, avec un mixte online et offline, souligne la directrice générale. Un premier point de vente vient d'ouvrir en Autriche. À l'horizon 2025, l'activité hors de son marché domestique représentera 48 à 50% du total. La hausse du coût des matières premières et du fret n'épargne pas le groupe. Afin d'y faire face, elle a augmenté ses prix entre 5 et 10% sur des produits sélectionnés dans chaque famille de produits, précise Julie Walbaum. Les délais de livraison se sont aussi allongés, mais les ventes de meubles résistent, note-t-elle. Quand Maisons du Monde n'avait pas de disponibilité, les clients se sont reportés sur l'offre de la marketplace, ajoute la dirigeante. Cette place de marché va pouvoir proposer le paiement en 20 fois sans frais, une offre sans égale dans le secteur en France qui sera aussi exportée. La stratégie de Carrefour pour accélérer dans l'e-commerce, à lire sur franchweb.fr en date du 9 novembre. Le groupe Carrefour a annoncé mardi un plan d'investissement dans le numérique de 3 milliards d'euros sur la période de 2022 à 2026, après un plan de 2 milliards sur les 5 années précédentes. Nos avancées digitales nous permettront de développer de nouvelles sources de revenus et de profits, mais aussi d'améliorer la performance opérationnelle de toutes nos activités, a déclaré Alexandre Bompard, PDG du groupe, dans un communiqué. Livraison et commerce de gros. À travers son plan d'investissement, le distributeur français compte notamment tripler son volume de transactions en ligne d'ici 2026 pour atteindre 10 milliards d'euros par an. Carrefour prévoit que le e-commerce génère 200 millions d'euros de résultats opérationnels courants additionnels en 2026 par rapport à 2021, poursuit le groupe. Il mise pour cela sur différents modes de livraison, drive, livraison à domicile en moins de 3 heures ou en moins de 15 minutes, ainsi que sur la vente de gros aux professionnels avec sa filiale brésilienne Atacadão. Carrefour compte également développer son offre de produits non alimentaires en ligne en s'appuyant sur ses places de marché et sur les réseaux sociaux. Afin de marquer son engagement dans le numérique, le groupe a indiqué qu'il formerait l'ensemble de son personnel au numérique, soit environ 100 000 personnes par an, en partenariat avec Google. Carrefour promet également la création d'un fonds de capital risque dédié au numérique, ainsi qu'un studio d'innovation afin d'investir sur les innovations et les nouvelles startups dans son secteur. Amazon étend ses livraisons zéro émission en dehors de Paris, à lire sur siècledigital.fr en date du 11 novembre 2021. Le géant de l'e-commerce ambitionne le zéro émission net pour toutes ses activités en 2040.
Amazon annonce que ces différentes mesures mises en œuvre pour garantir un dernier kilomètre de livraison zéro émission à Paris allaient être étendues à d'autres villes françaises. Le géant de l'e-commerce n'a toutefois pas dévoilé quelles étaient les communes concernées pour le moment. Des modes de livraison neutres en carbone. Désormais, les 2/3 des livraisons traitées par Amazon Logistique à Paris sont réalisées avec des transports neutres en carbone, à l'instar de vélos utilitaires, de véhicules électriques ou même à pied, explique l'entreprise. En outre, les distances à parcourir sont moins conséquentes qu'auparavant, car les colis sont récupérés dans des sites bien plus proches des clients. À Paris et dans sa périphérie proche, et notamment de 3 dépôts de bus RATP, la firme fondée par Jeff Bezos affirme désormais que ces différentes mesures vont s'étendre à d'autres villes françaises. Elle assure également dans son communiqué que ses partenaires de livraison, à l'instar de La Poste ou de Colis Privé, développent aussi de leur côté des stratégies visant à réduire leurs émissions de CO2. Si Amazon déploie autant d'efforts, c'est pour parvenir à atteindre son objectif fixé en 2019 par le Climate Pledge, atteindre zéro émission nette pour toutes ses activités dès 2040, soit 10 ans avant sur l'objectif fixé par les accords de Paris. Objectif neutralité carbone pour toutes les livraisons. Pour y parvenir, la firme développe en parallèle le programme Shipment Zero qui vise à terme la neutralité carbone pour l'ensemble des livraisons d'Amazon et qui implique que toutes les opérations logistiques qui participent à la livraison de nos colis soient ramenées à zéro émission nette de CO2. En plus des modes de livraison, cela concerne également les centres de distribution dans lesquels les commandes sont préparées, les matériaux d'emballage ainsi que les moyens de transport utilisés pour livrer nos clients à l'adresse de leur choix, détaille l'entreprise. Amazon souhaite mettre à profit sa taille et son envergure pour protéger l'environnement parce que c'est un choix gagnant pour la planète, pour l'entreprise et pour nos clients. Pour cela, nous agissons concrètement. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de livrer les 2/3 des commandes de nos clients parisiens grâce à des modes de livraison zéro émission de carbone. Il s'agit d'une étape importante vers notre objectif qui est de généraliser ce type de livraison au reste de notre réseau français, déclare Ronan Bollet, directeur d'Amazon Logistique en France. L'entreprise cite en parallèle une étude réalisée en avril 2021 par la firme de conseil en stratégie Oliver Wyman qui démontre que les achats en ligne réduisent les émissions de moitié et divisent par 4 la circulation par rapport au commerce physique en évitant aux consommateurs de se rendre individuellement dans les magasins en voiture. La France n'est bien entendu pas le seul pays européen concerné par cette démarche. La flotte de véhicules utilisés par l'entreprise via ses partenaires de livraison compte déjà plusieurs milliers de véhicules électriques et au gaz naturel. À terme, le numéro 1 mondial de l'e-commerce souhaite posséder la flotte de transport la plus éco-responsable au monde. Cela concerne aussi les livraisons longue distance. Amazon teste actuellement des technologies visant à réduire ses émissions dans ce domaine, comme les camions à hydrogène, ainsi que le transport multimodal par train, lui permettant de moins avoir recours aux déplacements routiers. Lourds investissements dans les énergies renouvelables. Cet engagement d'Amazon l'entraîne par ailleurs à massivement investir dans les énergies renouvelables. Elle explique ainsi être devenue le principal acheteur institutionnel d'énergie renouvelable en Europe, avec 2,7 gigawatts de capacité d'énergie renouvelable et dans le monde avec une capacité de 10 gigawatts. Son objectif étant d'alimenter 100% de ses activités en énergie renouvelable d'ici 2025. Si les ambitions d'Amazon semblent aller dans le bon sens, il faut néanmoins mesurer les propos de l'entreprise. À l'instar d'autres GAFA, elle est incroyablement énergivore et est souvent accusée de greenwashing. Plus tôt cette année, la firme a été accusée de détruire des dizaines de millions de produits invendus chaque année. Sur les sites Fnac et Darty, un vendeur en visio peut vous conseiller sur vos achats depuis un magasin, à lire sur businessinsider.fr en date du 10 novembre. Même si l'achat en ligne s'est démocratisé, encore plus depuis la pandémie de Covid-19, il est encore parfois difficile de faire son choix et commander des produits directement sur Internet. C'est le cas particulièrement pour les articles chers pour lesquels on a peur de se tromper ou pour les produits plus complexes, comme par exemple l'électroménager ou le multimédia. Le groupe Fnac Darty l'a bien compris. Après des premiers tests réussis, il vient d'annoncer la génération d'un nouveau service pour aider ses clients dans leur parcours d'achat, l'aide d'un vendeur en visio en direct d'un magasin. Comment est-ce que cela fonctionne ? Alors, lors de votre navigation sur les sites e-commerce de Fnac ou de Darty, une fenêtre intitulée « Besoin d'un conseil » vous proposera de vous mettre directement en relation avec un vendeur de l'enseigne en visioconférence
présent physiquement en point de vente. Il pourra ainsi répondre aux questions que vous vous posez sur les fonctionnalités d'un produit, vous le montrer à distance via sa caméra et vous conseiller au mieux dans le cadre de votre achat. Ce service est entièrement gratuit et disponible entre 10h et 19h du lundi au samedi, horaire d'ouverture des magasins. Fin 2020, le groupe Fnac Darty a testé cette nouvelle fonctionnalité en formant une cinquantaine de vendeurs, essentiellement dans les magasins Fnac d'Île-de-France et Darty de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Aujourd'hui, 1200 vendeurs du groupe sont désormais opérationnels pour accompagner la généralisation de ce service dans l'Hexagone. Pour la fin de l'année, marquée en général par un pic de consommation lié aux fêtes de Noël, le distributeur attend plus de 5000 conversations en visio par semaine avec ses clients. Depuis la mise en place de cette fonctionnalité, plus de 100 000 interactions sur le site web de la Fnac et de Darty auraient ainsi été générées. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.